commencer parce que j'entends beaucoup de bruit. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Alors, je vais désactiver tous les micros. Après, je vais activer le vôtre. D'accord? Très bien. Je vais juste vous expliquer comment on va faire. J'ai deux présentations. On va essayer de faire la première présentation. On fera une petite pause pour répondre aux questions et puis on entamera la deuxième communication par la suite. Parfait. OK. Très bien. Alors, je vais Très bien. désactiver les micros. D'accord. Et je peux commencer? Activez le micro. OPH Louiba. Activez le micro. OPH Louiba. Activez le micro. Vous n'arrivez pas à activer le micro. Activez le micro. Professeur Chemali, activez votre micro. Oui. Oh, c'est pas grave. Euh, Oui, Madame Safti, vous m'entendez? Oui, oui. Alors, Yahya, c'est le PH Louiba, ya. Oui, c'est eux. Donc, je vais désactiver tous les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais désactiver tous les micros. Madame, activez votre micro, d'accord? Au PH Louiba, c'est bon. Professeur Chemali. Oui, oui, oui. Ah, Vous il y a m'entendez? problème. Oui, oui, j'ai désactivé tous les micros. Très bien. On peut commencer? Oui, tfadli. Très bien. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation et l'intitulé d'aujourd'hui, on m'a chargé de parler de tout ce qui est diététique et nutrition en oncologie. Donc, on va aborder à travers cette communication les différents régimes qu'on peut proposer en oncologie. On va voir les avantages et les désavantages de chaque régime. On sait que le cancer est dû à beaucoup il y a beaucoup de causes qui peuvent être à l'origine du cancer. C'est une maladie multifactorielle. Toute cellule, en étant exposée à certains facteurs, surtout externes, tels que les facteurs chimiques, tabac, l'alcool, une alimentation très mal respectée, la pollution, les composants qui sont présents sur le lieu de travail lorsqu'il y a une exposition professionnelle, aussi l'exposition à certains agressants physiques tels que l'irradiation, les rayons X et aussi à certains agents biologiques tels que les agents à infection. Tout cela peut altérer la cellule et entraîner des mutations géniques. Bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs internes liés à l'âge, le vieillissement cellulaire, aussi le patrimoine génétique qui est déjà altéré. Tous ces facteurs peuvent entraîner des mutations géniques et entraîner une altération de la cellule qui va devenir incontrôlée et qui va proliférer de façon aussi incontrôlable. Et voilà, c'est la transformation en cellule cancéreuse. Les objectifs de ma présentation seraient de répondre à cette question. Est-ce qu'il existe une alimentation anti-cancer? On sait qu'on a beaucoup d'informations actuellement, que ce soit des publications là, sur les réseaux sociaux. On parle souvent d'alimentation qui peut nous protéger du cancer ou bien qui peut améliorer la réponse au traitement anti-cancer. On va essayer de répondre à tout ça à travers cette communication. Et puis, ce qui nous intéresse le plus,
surtout vous, autant que diététicien et autant que personnel soignant qui travaille dans des unités de cancérologie, quels sont les conseils et quelles sont les recommandations que vous pouvez donner à vos patients? On sait que, il y a certains aliments qui diminuent le risque de cancer et cela a été confirmé aussi à travers beaucoup de travaux. Il y en a d'autres aussi qui augmentent le risque de cancer lorsqu'il y a une consommation en excès. Ça, c'est sûr, on le sait. Mais ce qu'on sait, il n'y a pas de régime miracle qui va protéger le patient contre le cancer. Donc, faites très attention à certaines idées reçues ou des fake news qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention. Euh, une chose est sûre, pour bien vivre, pour éviter justement cancer et autres, pour bien répondre au traitement, il faut toujours privilégier de bonnes habitudes alimentaires et bien sûr une activité physique et qui est régulière. Ces deux informations sont très bénéfiques, que ce soit en prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter déjà l'installation du cancer, et même quand on a une néoplasie sous traitement, avoir toujours des habitudes alimentaires et une alimentation équilibrée avec une activité physique régulière, cela va vous mettre à l'abri de beaucoup de complications. Donc, on sait déjà que il n'existe pas d'aliment anti-cancer. Il n'y a aucun aliment ou composant à lui seul qui peut s'opposer au développement de cette pathologie. D'accord? C'est vrai que adopter une alimentation saine, cela peut jouer un rôle essentiel pour avoir un effet, on va dire, puissant sur la santé, un effet protecteur, y compris par rapport au risque de cancer. D'accord? Donc, il faudrait peut-être favoriser l'association entre certains aliments spécifiques. C'est cela qui va aider à la prévention contre le cancer. On voit bien que, à travers les différentes publications, plusieurs microconstituants ont été classés comme étant des médicaments anti-cancer. Je citerai par exemple l'ail, le citron, la tomate, le curcuma, le thé, la caféine. D'accord? Donc, on sait que cette alimentation qui est composée de ces micro-constitués pourrait avoir un effet favorable par rapport à la prévention de l'installation du cancer. Ça, on le sait. Un régime qui est riche en fruits et légumes, c'est un régime qui est très bénéfique pour le patient parce qu'il est composé de plusieurs composants antioxydants. Et on sait que justement, c'est ce stress oxydatif qui va altérer la cellule et qui va entraîner cette cellule à une transformation en une cellule cancéreuse. D'accord? Donc, le lien entre la consommation de fruits et de légumes et la prévention des cancers a été très bien établi, surtout par rapport à certains cancers. Donc, consommer beaucoup de fruits et légumes, cela va réduire le cancer du poumon, de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, du sein et aussi le cancer colorectal. Concernant la consommation de fruits rouges, ça, les fruits rouges sont de meilleurs antioxydants que l'on puisse trouver. Donc, il faut favoriser la consommation de tout ce qui est fruits rouges. Framboises, mûres, fraises, cranberries. C'est vrai qu'il y a certains fruits qui n'existent pas dans notre pays, mais on sait que les mûres, les fraises, les framboises, ça existe. Et il faut favoriser la consommation de ces fruits qui sont très riches en antioxydants et c'est de véritables molécules anti-cancer. D'accord? Même les pommes, les prunes, les raisins rouges, ça aussi, ça existe dans notre pays et ils ont un très grand pouvoir antioxydant. Pour les agrumes, notre régime méditerranéen avant
était un régime qui était basé sur les fruits et les légumes, et surtout les fruits, c'était les agrumes. C'était très fréquent dans le bassin méditerranéen. Donc, que ce soit les oranges, pamplemousses, citron, mandarine, tout ça peut contribuer à prévenir les cancers, surtout les cancers digestifs, d'accord? Et surtout, notre pays assiste à une explosion épidémique, surtout des cancers digestifs, notamment le cancer colorectal. Donc, ces agrumes sont reconnus pour leur richesse en vitamine C et bien sûr, elles contiennent beaucoup d'autres composés chimiques qui sont très bénéfiques pour le patient. Donc, la consommation d'agrumes, peu importe sous quelle forme, que ce soit jus, que ce soit fruits en entier, bien sûr, il faut favoriser la consommation de fruits en entier parce qu'il ne faut pas perdre le bénéfice des fibres que contient cette alimentation. Donc, cela peut protéger beaucoup les patients contre les cancers. Les crucifères protègent contre aussi, elles peuvent prévenir et protéger contre l'installation aussi des cancers digestifs, notamment le cru Recording in ou progress. très légèrement cuit, d'accord? Que ce soit sauté ou bien au four. Et il ne faut pas privilégier de les cuire à l'eau parce qu'ils vont perdre tous leurs bénéfices. L'ail, l'oignon et le poireau, ça c'est connu, c'est une famille d'aliments qui prévient surtout l'installation du cancer de l'estomac et de la prostate. Leur pouvoir anti-cancer, il provient surtout par rapport aux composés sulfurés qu'ils contiennent, d'accord? Et des études ont montré les bienfaits de l'ail et de l'oignon qui seraient d'autant plus importants, surtout lorsqu'ils sont consommés à l'état cru. Ça, on le sait. Donc l'ail et l'oignon, ce sont deux aliments très très intéressants. Ils sont dotés d'un pouvoir anti-cancer très très important, surtout lorsqu'ils sont consommés à l'état cru. La tomate aussi. La tomate, c'est un fruit. Il a des propriétés anti-cancer très 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 intéressantes. Surtout quand la tomate elle est cuite. Pourquoi? Parce que la cuisson de la tomate va augmenter la biodisponibilité du lycopène qu'elle renferme. Et justement, c'est ce lycopène qui a un pouvoir antioxydant très, très, très important. D'accord? Et on sait que notre régime et la tomate, elle est très disponible à des prix très accessibles. Donc, il faudra favoriser la consommation de la tomate, que ce soit à l'état cru et surtout même cuite. Elle a un effet très, très important. La grenade aussi, elle est bourrée d'antioxydants. D'accord? C'est un fruit qu'il faudra consommer de façon régulière et il faudra profiter de la saison où il y a de la grenade parce que c'est un fruit qui est très intéressant, que ce soit le fruit en lui-même et même la peau du fruit. Autrefois, on faisait sécher la pomme de la grenade et on prenait ça aussi sous forme de tisane. C'est très bénéfique, surtout contre l'installation du cancer du sein chez la femme. D'accord? Pour les légumineuses et les céréales complètes, c'est vrai que autrefois, notre alimentation, elle était basée essentiellement sur les légumineuses, surtout durant les saisons froides,
Ce n'est pas le cas malheureusement actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pratiquement plus de légumineuses. Or, ce sont des aliments qui sont bourrés de fibres alimentaires, d'accord? Et une alimentation riche en fibres alimentaires réduit le risque de cancer. D'ailleurs, le Fonds mondial de recherche sur le cancer, il recommande de consommer 25 grammes de fibres alimentaires par jour, justement pour prévenir le cancer. D'accord? Et on sait très très bien que notre régime alimentaire auparavant était justement basé essentiellement sur les légumineuses et les céréales complètes. Pour ce qui est épices, on sait que le curcuma, il possède de diverses propriétés en dehors de son effet antioxydant, mais il a aussi des propriétés anti-inflammatoires, antithrombotiques, hypocholestérolémiantes et aussi un pouvoir anti-cancer qui est très intéressant, surtout quand on l'associe au poivre. Vous avez remarqué qu'actuellement, on utilise de plus en plus le curcuma en ses vertus, que ce soit par rapport à l'effet antioxydant, anti-cancer, anti-inflammatoire. Vous avez vu qu'actuellement, il y a même des anti-inflammatoires à base de curcuma qui sont sur le marché et qui sont très efficaces. Le thé aussi, surtout le thé vert, il constitue à lui-même un mode de protection contre le développement du cancer. Vous avez vu, par exemple, en Chine ou au Japon, la consommation de thé vert, elle est très importante. Leur alimentation, elle est faite essentiellement de légumes et de fruits qui sont peu cuits, qui sont vraiment consommés parfois à l'état cru ou vraiment peu cuits. Et justement, c'est cela qui les protège contre le cancer. C'est pour ça que le taux de cancer chez eux, il est très bas par rapport à d'autres pays. Le thé, il contient des catéchines qui sont composés, c'est des composés chimiques de la famille des polyphénols qui sont de puissants antioxydants. Donc, consommer du thé vert, ça, c'est très bénéfique pour le patient et c'est une façon de se protéger. D'accord? Il faut connaître le bénéfice de tous les composants et c'est la consommation de tous ces aliments ou l'association. Plus on associe des aliments qui ont des vertus anti-cancer et de puissants antioxydants, c'est de cette façon qu'on va se protéger. Pour ce qui est du cacao, oui, le cacao, c'est aussi l'un des aliments qui possède les plus grandes propriétés antioxydantes, davantage que le thé. D'accord? Donc, si c'est la consommation de cacao, aussi, elle est très recommandée. Ce qui est déconseillé, là, ce qu'on vient de voir dans la première partie, ce sont tous les aliments qui sont dotés d'un pouvoir antioxydant et un pouvoir anti-cancer qui a été prouvé à travers certaines études. Là, ce qu'il faut déconseiller à votre patient qui est atteint de cancer, il faut lui déconseiller tous les aliments qui peuvent justement favoriser la formation de cellules précancéreuses et qui comptent parmi les facteurs de risque à prendre vraiment en considération. Que ce soit en prévention primaire, c'est-à-dire c'est pour éviter l'installation déjà du cancer, mais même au cours du traitement anti-cancer. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi éviter chez le patient qui a un cancer, c'est d'éviter la récidive. Donc, même chez le patient qui est sous traitement, on lui recommande de limiter au maximum leur consommation. D'accord? C'est quoi ces aliments? Ce sont tous les aliments qui ont un index glycémique très élevé. Quels sont les aliments qui ont un index glycémique élevé? C'est surtout tous les aliments à base de farine blanche. Or, on sait que la consommation du patient algérien est faite essentiellement et basée sur de la farine blanche. Le pain, le couscous, chouchoura, tous les aliments qu'on prépare à la maison sont à base de farine blanche. Or,
tous ces aliments ont un index glycémique très élevé. Aussi la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un aliment qui est capital sur l'assiette du patient algérien. Il faut recommander aux patients, si jamais il y a une consommation de pommes de terre, les modalités de cuisson les moins importantes par rapport à la réduction de l'index glycémique et aussi la façon à consommer la pomme de terre dans la façon où la teneur en sucre, elle est la plus faible. Et aussi diminuer la consommation de ces deux aliments à base de farine blanche et de pommes de terre. Éviter aussi les aliments trop cuits. Plus on cuit l'aliment, plus on augmente son index glycémique, c'est-à-dire on augmente sa teneur en glucose. Les viandes aussi, il ne faut pas que ça dépasse en moins les 500 grammes par semaine, d'accord? La farine raffinée, la charcuterie, tout ce qui est pâté, tout ce qui est produits transformés, cachés et autres, ça, il faut bannir, d'accord? Et aussi, tous les aliments ultra transformés, les aliments qui sont sous forme de surgelés, les boîtes de conserve, ça aussi est à déconseiller pour votre patient qui a un cancer et même pour les patients en prévention primaire. Parce que c'est tout cela qui va favoriser l'installation de l'inflammation. C'est l'alimentation pro-inflammatoire. C'est celle qui va stimuler l'inflammation et le stress oxydatif. Et c'est ça ce qui va bouleverser la cellule et qui va la transformer en cellule cancéreuse. Donc le sucre, il faut diminuer la consommation du sucre. D'ailleurs, toutes les recommandations, toutes les sociétés savantes, donc telles que l'Organisation mondiale de la santé, elles conseillent moins de 10% de sucre libre, d'accord? Il faut éviter les sucres ajoutés. Et on a déjà du sucre qui est présent dans les aliments, dans les fruits et dans le miel, d'accord? Il ne faut pas consommer plus de 100 grammes de sucre par jour et pas plus d'une boisson sucrée, d'accord? Pourquoi? Il y a des études sur cette étude française. Augmenter la consommation de sucre quotidienne, augmenter la consommation de boissons sucrées, jus de fruits, soda, serait associé à une hausse de 18% du risque de cancer. Or, on sait qu'on est une société qui consomme beaucoup de boissons sucrées. D'accord? Et la teneur en sucre, elle est très importante dans ces boissons. Il faudra limiter la consommation. Pour les viandes rouges, ce qu'on conseille, il ne faut pas dépasser plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Pourquoi? Parce que les études ont prouvé le lien entre la consommation de viande rouge et de charcuterie avec le cancer colorectal. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une explosion épidémique du cancer colorectal dans notre pays et il y a certaines études nationales qui ont prouvé aussi le lien entre la consommation de charcuterie et le risque de cancer colorectal. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier comme source de protéines la consommation de viande maigre, telles que le poulet, la dinde, le poisson, les fruits de mer et les légumineuses. On sait que le poisson et les fruits de mer, ça coûte cher, donc il y a l'alternative, le poulet, la dinde, et aussi il faut revenir aux légumineuses, qui sont aussi considérées comme une source très importante de protéines. Pour tout ce qui est viande transformée, attention, vraiment il faut déconseiller la consommation de ces viandes transformées. De nombreuses études différentes ont établi le lien entre le risque de cancer et la consommation de viande transformée. D'accord? Le risque, il peut être dû à tous ces agents de conservation, surtout à base de nitrates ou à d'autres substances aussi utilisées dans le traitement de la viande dans ces préparations. Aussi, l'alimentation riche en viande grillée, cuite au barbecue ou viande fumée. On adore manger des grillades, mais attention, la cuisson au barbecue est source de plusieurs molécules réputées cancérigènes. D'accord? Quand vous avez une viande qui est noire, trop cuite,
c'est vrai que c'est ce qu'on adore en goût, mais sachez que ça contient des molécules qui sont réputées très cancérigènes. On a les amines hétérocycliques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, et cela va conduire également à la formation d'agents de glycation très avancés. D'accord? Une consommation très importante de viande fumée, grillée, cuite au barbecue, cela va augmenter le risque de mortalité de 23% chez les patients qui ont survécu à un cancer du sein. Ça, c'est une étude qui a prouvé cette constatation. Donc, il faut vraiment déconseiller ou limiter la consommation de cette viande qui est cuite, trop cuite au barbecue et qui est très néfaste pour la santé. Le lait, oui, quand on est jeune, oui, mais quand on est âgé, une consommation quotidienne de produits laitiers et de lait pourrait drastiquement augmenter le risque surtout du cancer de sein chez la femme. Pourquoi? Parce que ce lait contient pratiquement beaucoup d'hormones de croissance et cela qui serait peut-être à l'origine du cancer du sein chez la femme. Le lait, il peut avoir, dans d'autres études, on a prouvé qu'il peut avoir un effet protecteur surtout contre le cancer, surtout colorectal. D'accord? Le calcium aussi pourrait avoir un effet protecteur sur le développement du cancer dans la muqueuse colorectale et pourrait réduire le risque jusqu'à 24%. On associe aussi la consommation de produits laitiers à une réduction du risque de cancer du sein, mais les preuves seraient plus limitées. Vous voyez que même dans les études, parfois c'est très disparate. C'est pour ça qu'on revient à la première planche où on dit qu'il n'y a aucun régime miracle qui peut vous protéger. D'accord? Aussi, la consommation, le lien entre l'alcool et le cancer a été établi. Ça, c'est depuis longtemps. On sait que la consommation de l'alcool va augmenter le risque du cancer de l'œsophage, du larynx, du pharynx, foie, sein, et elle peut augmenter ce risque exponentiellement avec la consommation de l'alcool. Donc, il faudrait conseiller l'arrêt de la consommation de l'alcool et bien sûr aussi du tabac. Le sel aussi, on adore manger salé. Les aliments salés sont probablement l'une des causes du cancer de l'estomac. D'accord? La consommation en excès en sel, elle peut causer des dommages de la muqueuse gastrique. Elles peuvent perturber la cellule gastrique et provoquer la transformation de ces cellules en cellules cancéreuses. Aussi, sachez que tous les produits transformés contiennent du sel. Pourquoi? Parce que si on veut conserver un aliment, on doit lui ajouter du sel. La majeure partie du sodium que nous consommons, elle ne provient pas du sel que l'on ajoute à nos plats et à nos recettes, mais plutôt des aliments qui sont préemballés et prêts à consommer. Leur teneur en sel, elle est très importante. C'est pour ça qu'on recommande de limiter la consommation de produits transformés, des aliments en conserve, car elles contiennent un taux très élevé, une teneur très importante en sel. Le lien entre le cancer et l'obésité, cela aussi a été établi. Plus on prend du poids, plus on augmente le risque de cancer. D'accord? Déjà, le poids et le surpoids et l'obésité sont à l'origine de beaucoup de problèmes de santé et aussi elles vont augmenter le risque de développement de plusieurs cancers, notamment le cancer colorectal et le cancer du sein. C'est pour ça qu'il faut lutter aussi contre l'obésité. Quels sont les différents régimes? Vous avez entendu probablement parler de plusieurs régimes qu'on recommande, surtout pour le patient cancéreux. On parle de régime cétogène, de jeûne intermittent, de régime sans sucre. On va voir les bienfaits et les désavantages de chaque régime. On parle aussi de régime sans gluten, de régime sans produits laitiers, de régime à base d'aliments antioxydants, de jeûne intermittent. Mais on sait qu'avec tous ces régimes,
surtout chez un patient cancéreux, sous traitement, qui est dénutri, ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Ça peut entraîner des problèmes de yo-yo pondéral. Il va prendre et il va perdre. On va peut-être modifier notre fameux microbiote qui est très important pour la santé du patient. Le patient peut avoir des problèmes d'aversion alimentaire. Il peut même tomber dans la carence. Et tout cela va augmenter le risque de sarcopénie chez le patient cancéreux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On va parler d'abord du régime alcalin. Pourquoi on parle du régime alcalin? Justement, c'est parce que le cancer, il se développe surtout en milieu acide. Donc, on va aller à travers ce régime alcalin, proposer et favoriser la consommation de régimes alcalins ou appelé aussi régime acido-basique. C'est un régime qui est sans acidité, c'est-à-dire on va favoriser la consommation de fruits, de légumes, de racines, de tubercules, de noix et de légumineuses, bien sûr avec des petites quantités de viande et de produits laitiers. Et l'objectif, c'est d'aller corriger justement cette acidité de l'organisme qui est supposée provenir des régimes alimentaires modernes, les régimes de type fast-food, qui justement sont riches en sucre et en lipides et qui provoqueraient le cancer. D'accord? Donc, et les études ont démontré qu'un environnement acide, justement, favorise la croissance des cellules cancéreuses. C'est ça, c'est le principe de ce régime. L'efficacité des aliments alcalins dans le cancer n'est soutenue par pratiquement aucune recherche réelle, d'accord? Ça reste des suppositions. C'est pour ça que on recommande, oui, la consommation de fruits et de légumes, mais cependant, ce n'est pas bien recommandé à travers les études de lutter contre l'acidité du corps, d'accord? Donc, on n'a pas encore de recherche ou de recommandations qui confirment à coup sûr ce régime alcalin. On va parler maintenant du régime méditerranéen. C'est notre ancien régime méditerranéen qu'on devrait suivre. Parce que vous avez vu qu'en Algérie, on a vécu, bon, pas que en Algérie, mais un peu partout dans le monde, il y a eu une transition par rapport à nos modalités alimentaires. Notre comportement alimentaire a changé. On consomme beaucoup plus de produits transformés, on consomme beaucoup de fritures, beaucoup de cuisson de type fast-food et qui est très néfaste pour notre santé. Donc, c'est notre régime méditerranéen qu'on avait avant. Bien sûr, c'est celui qu'on recommande parce qu'il est caractérisé par une consommation très élevée en fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, noix, l'huile d'olive, poissons. Vous voyez que ce sont tous ces aliments qui ont un puissant effet antioxydant avec une faible consommation de viande rouge, de produits laitiers et de sucre. Ça semble être le régime parfait qu'il faudra adopter, que ce soit chez une personne normale, mais aussi encore mieux chez un patient avec cancer. Et plusieurs études ont démontré que le régime méditerranéen est associé à une réduction du risque de plusieurs types de cancers, comme le cancer du sein, du côlon, de la prostate et de l'ovaire. Donc, s'il y a un régime à privilégier, ça serait le régime méditerranéen parce que c'est lui qui répond à notre objectif. Et pourquoi on préconise le régime méditerranéen? Le régime méditerranéen est très riche en antioxydants et c'est ce qui protège les cellules justement contre ce stress oxydatif et contre ces mutations géniques. Le régime méditerranéen est très riche en fibres, d'accord, qui favorisent le transit intestinal et qui ont des effets anti-inflammatoires et anti-cancéreux. Le régime méditerranéen est très riche en acides gras oméga 3 et on sait que ces oméga 3, ce sont ceux qui modulent l'expression des gènes qui sont impliqués
dans la croissance et la mort cellulaire, d'accord? Et on sait que ce régime méditerranéen, aussi, il recommande l'arrêt, voire la réduction de la consommation de l'alcool qui, qui est très néfaste pour la santé. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle le régime cétogène. Pourquoi cétogène? On le compare, vous voyez sur cette slide, quand on le compare à un régime alimentaire classique, on voit bien que le régime cétogène, il est à base beaucoup plus de lipides à 80% et de protéines, avec une consommation très limitée en glucides qui est réduite à 5%. C'est ça le régime cétogène ou le kétodiète, d'accord? C'est un régime qui est caractérisé par une réduction glucidique très importante, d'accord, et qui consiste à conserver le même apport calorique, mais en gardant pas plus de 10% de glucides, et cela pendant plusieurs semaines, d'accord? Bien sûr, l'apport calorique total, il doit être en revanche maintenu avec la même teneur. Le concept du régime cétogène, c'est quoi? C'est d'éliminer au maximum de l'organisme le glucose, qui est bien sûr la source d'énergie préférée pour les tumeurs. Car, en l'absence de sucre, le corps va brûler plutôt les graisses et il va produire des corps cétogènes. Et c'est ceux qui peuvent être utilisés comme source alternative d'énergie par certains organes. Donc c'est ça le principe du régime cétogène. Le régime cétogène, il pourrait avoir des effets antitumoraux. Comment? Il va réduire la disponibilité du glucose et c'est le principal carburant des cellules cancéreuses. Il va modifier le métabolisme énergétique des cellules cancéreuses qui sont moins efficaces pour utiliser les corps cétoniques que les cellules saines. Donc c'est ça le principe. Il va stimuler aussi le système immunitaire en augmentant la production de cellules tueuses naturelles et aussi les cytokines anti-inflammatoires. Mais il faut savoir que ce régime n'est pas sans risque. Si on le préconise, cela nécessitera un suivi médical et un suivi nutritionnel très rigoureux parce qu'il peut entraîner beaucoup d'effets secondaires comme la fatigue, les nausées, les maux de tête, la constipation, les calculs rénaux et même une acidose métabolique. D'accord? Donc, il faudra faire très attention par rapport à ce régime cétogène. Qu'en est-il aussi des régimes végétariens et végétaliens? D'accord? Selon les études disponibles actuellement, il ne se dégage pas de clair consensus sur l'intérêt de ces deux régimes par rapport à la prévention du cancer. D'accord? C'est-à-dire, même si on adopte un régime végétarien ou encore plus restrictif, un régime végétalien, il n'a pas été prouvé de réduction par rapport à la prévalence du cancer dans cette population par rapport à une population normale. Il semblerait que la diminution d'apport en viande, parce que vous savez que dans ces deux régimes, il y a une exclusion de tout ce qui est consommation de viande ou de produits laitiers, surtout pour le régime végétalien, c'est-à-dire que tous les aliments qui ont une origine animale sont exclus de l'alimentation, y compris les œufs, le miel. Donc, il semblerait que la diminution d'apport en viande, notamment rouge ou transformée, elle pourrait peut-être diminuer l'incidence de certains cancers, tout comme l'augmentation d'apport en légumes ou en végétaux. D'accord? Et puis, la consommation de poissons, elle permettrait de réduire le risque aussi de survenue de certains cancers. Mais il faudra faire très attention chez ces sujets qui sont sous régime végétarien ou végétalien. Attention aux carences, surtout aux carences vitaminiques. Donc, il faudra les supplémenter de façon systématique. Il y a aussi, on assiste actuellement à de nombreux régimes qui ont fait surface, notamment le régime restrictif qui peut concerner les apports caloriques, glucidiques ou protéiques. Mais ces différents régimes
sont utilisés pour des raisons diverses et variées et parfois à des visées d'amélioration de la qualité de vie ou parfois à la réduction du risque de survenue de certaines pathologies comme le cancer, mais cela n'a pas été vraiment très bien démontré à travers les études. On parle aussi actuellement de régime biologique. C'est quoi le régime biologique? Eh bien, c'est l'agriculture biologique qui a été définie selon l'Union européenne par l'utilisation d'engrais divers, c'est-à-dire utiliser par exemple le fumier comme étant un engrais et ça reste une agriculture qui ne contient pas de produits qui est néfaste, qui est source de développement de cancer. Donc, c'est une agriculture qui interdit toute utilisation de pesticides ou d'herbicides de synthèse. C'est les produits bio. Il y a aussi ce qui est à la mode, c'est le jeûne intermittent. D'accord? On lui prête des vertus en termes de contrôle du poids et de développement personnel. Aussi, des effets préventifs et thérapeutiques sont également mis en avant dans le cas du cancer. Mais attention, les effets bénéfiques du jeûne n'ont été observés que sur des cellules en culture ou des animaux de laboratoire et ces résultats n'ont pas été extrapolables aux patients atteints de cancer. D'accord? Oui, mais on n'a pas de recommandations dans ce sens par rapport à on n'a pas des études de vie réelle par rapport à des patients cancéreux. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que le jeûne intermittent, il va retarder justement la croissance des cellules cancéreuses. Il va augmenter la sensibilité des cellules cancéreuses au traitement de chimiothérapie. Il va réduire le nombre de cellules cancéreuses. Le jeûne provoque une détoxication qui permettra de neutraliser les effets indésirables de la chimiothérapie. Mais attention, ce jeûne présente un certain nombre de risques et ne doit jamais être réalisé sans avis médical. Ça dépend du terrain, d'accord? Et il faut voir comment se comporte le patient. Est-ce qu'il n'y a pas de retentissement? Il ne faudra pas que ça soit une décision personnelle, mais c'est une décision qui va se faire en concertation avec le médecin traitant et avec un suivi. Les inconvénients, c'est ça. Si le jeûne dure trop longtemps et il n'est pas très bien encadré, il pourra entraîner des carences très importantes, une fente musculaire ainsi qu'une reprise du poids perdu. Vous avez affaire à un patient, vous avez affaire à un patient qui a un cancer. Si jamais il va faire un jeûne très prolongé, cela pourra entraîner des carences et cela peut aggraver la clinique du patient. D'accord? Et cela aussi pourra être responsable de troubles du comportement alimentaire et des compulsions envers les produits sucrés. Donc, les recommandations nutritionnelles actuellement, qu'est-ce qu'elles recommandent si on résume? Limiter autant que possible l'alcool en termes de quantité et de fréquence de consommation. Il faut essayer de maintenir un poids normal grâce à une alimentation variée et équilibrée et aussi associée à de l'exercice physique. Il ne faut pas négliger de proposer une activité physique adaptée chez le patient cancéreux. Limiter, que ce soit en prévention ou même chez le patient qui a un cancer. Limiter la consommation de viande rouge, d'accord? Et alterner avec les viandes maigres, tout ce qui est viande blanche, poisson, œufs et légumineuses. Limiter autant que possible la consommation de charcuterie. Limiter l'apport en sel en réduisant la consommation d'aliments transformés salés, tout ce qui est charcuterie, fromage et même aussi enlever la salière de la table. Il ne faut pas ajouter de sel pendant la cuisson ou dans l'assiette. Quand on cuisine, la quantité qu'on utilise, c'est celle qu'on doit se contenter de ça. D'accord? Or, on est une population qui consomme beaucoup de salé. D'accord? On a toujours cette tendance
à ajouter du sel aux aliments. Il faudra limiter la consommation en sel, d'accord? Limiter la consommation de sucre. Pratiquer une activité physique, en moins 30 minutes d'activité physique, d'accord? En moins 30 minutes d'activité physique, 3 fois par semaine, voire même plus. Il faut adapter en fonction de la capacité et du profil patient. Cela est très bon, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. On revient toujours à ce concept, consommer en moins 5 fruits et légumes par jour, variés, pour atteindre au minimum 400 grammes par jour, ainsi que des aliments qui sont très riches en fibres, surtout tout ce qui est céréales et légumes secs. Ça, c'est ce qu'on recommande à notre patient. Donc, si on conclut, on voit bien que 40% de nos cancers sont liés à notre mode de vie et à notre comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut, quel que soit X, éviter certains cancers grâce à des habitudes alimentaires correctes, à une alimentation diversifiée et équilibrée et grâce à un changement aussi de notre comportement aussi par rapport à la sédentarité, c'est en ayant une activité physique aussi régulière. La nutrition, c'est un domaine où nous pouvons réduire le plus nos risques de cancer. D'accord? C'est un facteur modifiable. On peut agir sur ce facteur. La prévention constitue un enjeu aussi important que les progrès des traitements. D'accord? Il a un impact aussi important que la thérapeutique. Prévenir le cancer par la nutrition ne peut se résumer qu'à un aliment miracle, mais il faudra surtout équilibrer globalement entre les différents aliments. Il faudra varier son alimentation et la consommation aussi. Il faudra limiter certains aliments qui sont connus cancérigènes en privilégiant bien sûr ceux qui protègent et en réduisant ce qui peut contribuer à l'apparition d'un cancer. D'accord? Et bien sûr, un facteur protecteur n'annule pas l'effet d'un autre facteur de risque. Ça, il faut le savoir. Donc voilà l'assiette anti-cancer modèle qu'on peut proposer pour le patient, pas que pour le patient cancéreux, mais même pour le patient qui est normal. Il faut privilégier justement, on voit bien à travers cette assiette que c'est notre fameux régime méditerranéen qui était notre régime standard dans toutes les maisons algériennes. Malheureusement, actuellement, il n'y a que des fritures, il y a une consommation très importante du pain, c'est des farines blanches, pommes de terre, tout cela, c'est des aliments à index glycémique très élevé, c'est des aliments très sucrés. Et on voit aussi que le mode de cuisson, il n'y a que des fritures. Tout cela favorise le cancer. Donc l'assiette idéale, comme vous pouvez voir, elle doit être riche en fruits, légumes, d'accord, variée, aussi des viandes maigres, surtout poulet, poisson, des aliments verts, des aliments rouges, la tomate, le piment rouge, tout cela, ce sont de véritables bombes antioxydants et qui sont très bénéfiques pour notre santé. Les agrumes, l'ail, l'oignon, tout cela doit être consommé de façon très importante. Et d'ailleurs, c'est ce que recommande l'ensemble des sociétés savantes qui s'occupent de la nutrition. C'est ce qu'elles recommandent actuellement, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais il y a des questions, on va essayer de répondre à vos questions. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez-y. Merci. Est-ce que les compléments alimentaires pour les patients cancéreux, elle était contre-indiquée? Très bien, Ou- c'est un sujet très important. On va parler dans la deuxième communication, on va parler des compléments alimentaires parce que c'est à la mode. Dès qu'on a un cancer, on recommande aux patients de prendre des compléments alimentaires
qui sont à base de vitamines, de je ne sais quoi, de fer, de vitamine B12. Je vais y répondre dans la deuxième communication. OK? On Ok, va parler de ça. parce qu'il y a beaucoup de patients, mais pas Oui, très... oui, oui. Exact, exact. Il y a une différence par rapport aux compléments nutritionnels et aux compléments alimentaires. D'accord? Il y a les et compléments nutritionnels. Est-ce que vous parlez des compléments nutritionnels ou là, des compléments alimentaires? C'est différent. il y a De toute différence. façon, de toute façon, on va parler des deux. Quand est-ce qu'on donnera des compléments nutritionnels et quand est-ce qu'on... Et on va parler aussi de ce fléau, la consommation des compléments alimentaires chez le patient cancéreux. Pas de souci. Deuxième Merci. communication, on va aborder tout ça. Inch'Allah, merci. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Oui, à votre Euh, écoute. Allez-y. Premièrement, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, Deuxièmement, pour la première question, je veux connaître concernant l'alimentation par voie entérale. J'ai oui, beaucoup de patients qui nourrissent par exemple par la gynécostomie, etc. Mais la question exactement. ici, c'est la dénutrition. C'est très fréquent ici dans le service. Mais comment je peux appliquer un régime, par exemple, hypercalorique en cas d'une alimentation par voie entérale? Bien, ça, Comment je peux faire le gain du oui, poids, etc. ça, on va le voir dans la deuxième communication. D'accord. Et pour la C'est-à-dire deuxième que j'ai, question, juste, c'est-à-dire que j'ai essayé, à travers cette première communication, d'abord, de ce qu'on doit conseiller déjà comme prévention primaire pour éviter déjà l'installation de cancer pour tout patient, oui, et même quand il y a cancer. Parce qu'attention, on le voit sur le terrain, quand il y a des patients qui sont atteints de cancer, ils vont vous poser cette question. Est-ce que Nakul Sokol, est-ce que je dois manger comme avant? Quel est le conseil? Et bien, même quand on a un cancer, on est sous traitement, il faut toujours avoir cette attitude de limiter justement ces aliments qui sont pourvoyeurs de cancer. D'accord? Éviter la consommation trop sucrée, trop salée, produits transformés. D'accord? Donc, il faudra même que quand vous êtes sous traitement, privilégier la consommation de fruits, de légumes, de viande maigre, de légumineuses. Ça aussi est très riche en protéines, en glucides et en lipides, mais qui sont bons pour la santé. D'accord? d'accord. Et j'aimerais bien de parler aussi concernant les nutrisants, Fortimel, Protifar, Oliclinomel, etc. Oui, Et, on va discuter dans la et deuxième juste pour la communication. deuxième question, est-ce que les critères de régime vont changer? Ça dépend de localisation tumorale. Donc, par exemple, lorsqu'un j'ai une localisation hépatique, pancréato-biliaire, est-ce que c'est le même comme une localisation mammaire, comme une localisation prostatique, colorectale, etc. Par rapport au... Par rapport aux critères, par exemple, est-ce qu'il y a des restrictions alimentaires qui sont différentes quand j'ai une localisation hépatique, par exemple, une localisation mammaire, pulmonaire, il y a aussi localisation leucémique, myélome. est-ce qu'il y a par exemple un régime adapté en fonction du type de cancer? Est-ce que le régime lui-même va changer? Ça dépend de la localisation. Il n'y a Non, pas non, de non, non. relation. Ah, Il n'y a pas de relation. Justement, c'est pour ça que j'ai commencé ma présentation. La première plaque, si vous avez remarqué, il n'y a pas de régime miracle. C'est pas parce que vous allez respecter tout ça que vous allez éviter l'installation de tel ou tel cancer. Vous avez vu qu'il y a des patients qui ne sont pas tabagiques et ils font des cancers du poumon. D'accord? Donc, Il va, oui. il va être juste adapté à chaque patient. Donc, ça dépend le Oui, poids, la taille, les il faut carences, la adapter, symptomatologie. il faut adapter le régime en fonction des états de déficit et de carence et de Oui, l'état nutritionnel de votre patient. Mais il n'y a pas de régime qui est destiné à tel ou tel cancer. OK? ok. Par contre, il y a certaines précautions à prendre. On va le voir, par exemple, on va le voir dans la deuxième communication. Un patient qui va avoir une radiothérapie au niveau de la sphère ORL, il y aura de la fibrose, il y aura une modification du goût. Il y a des conseils à proposer pour le patient dans ce cas. D'accord? Ça, oui. Ça, on va le voir dans la deuxième communication. Il y a des conseils qu'on doit privilégier
dans tel ou tel type de cancer. Quand on a une stomie, c'est pas la même chose. D'accord? Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans la deuxième communication. Pas de problème. Madame, j'ai une autre question. Oui. Est-ce que les produits qui utilisent les personnes sportives comme avec le farine, les gammas, elles Ah provoquent oui, hein, oui. Il y a certains qui utilisent ça comme produit très énergétique avec le patient cancéreux. Moi, ce que je est-ce peux vous dire, c'est des produits, on ne connaît pas la composition, la vraie composition de ces produits. C'est est-ce que comme l'histoire des compléments alimentaires. Et en toute sincérité, moi, je préfère qu'ils mangent bien et qu'il prend peut-être qu'il renforce, qu'il augmente la ration protéique en mettant du poudre de lait au lieu de la poudre de lait. Oui, mais la est-ce que poudre des produits hein, donc que les gens qui font de la musculation ou là, pour augmenter leur ration protéique, moi, je ne préconise pas ça. Parce qu'en toute sincérité, je ne connais pas la composition chimique de ces produits. On a eu beaucoup de patients qui ont fait des problèmes hépatiques suite à ça, suite à oui, la consommation de ces produits. Donc, vous désolé. voyez que donc, vous ne connaissez pas la composition chimique, vous allez peut-être causer des dégâts. Mais est-ce que autorisé par le ministère de Santé, yani Non, biologique? non, non, on n'a pas de recommandation dans ce sens. On n'a claire, Recording in concise. progress. Alors, j'aimerais bien savoir quelle est la place du miel, parce que les patients ont tendance à utiliser le miel, surtout عسل السدرة, donc Oui, des oui, oui. propolis, Euh, etc. Est-ce que ça n'affecte pas la prise en charge thérapeutique en appliquant les protocoles? Ou bien est-ce que ces molécules, réellement, ils font de la prévention du cancer? Très bien. Euh, Privilégier la consommation de miel, de l'huile d'olive, de noix, oui, il n'y a pas de souci. Il y a le problème dans notre société, on a un problème, on a toujours une tendance à l'excès. Vous pouvez lui dire, il faut prendre une cuillère à soupe par jour, D'accord, mais un bocal. Parce que d'accord, on a le problème de quantité. On peut d'accord. autoriser, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre du miel, oui, mais c'est une cuillère à soupe par jour, pas plus. Même si c'est un Il faut sucre pas, rapide, oui, on peut préconiser la consommation, mais pas en quantité très importante. Parce que c'est ce qu'on est en train de remarquer sur le terrain. Trop le oui, généralement, par exemple, pardon, trop le oui, tu peux généralement, ils prennent aux alentours de 2 cuillères à soupe jusqu'à 3 par jour c'est et beau. c'est toujours mélangé dans un verre d'eau. Et c'est beaucoup. D'accord? Il faut limiter la Une consommation. seule cuillère. Et il ne faut pas que ça soit quelque chose au quotidien. D'accord? Parce que le problème. C'est un problème de quantité. On a toujours à augmenter, on a toujours tendance aux excès. Il dit que non, mais surtout avec mélanger Oui, oui, les graines de mélangé. pain, Voilà. déjà, Hadoma, c'est des produits transformés, hein. Vous achetez ça, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Moi, Tout à fait. moi, je déconseille ça. Je préfère un colo, oui, vous voulez, faites-le chez vous. Vous achetez un peu de tout, vous achetez du miel, vous faites votre mélange, à condition, il faut prendre, oui, une Tout à fait. cuillère par jour, mais pas tous les jours. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de quotidien. Et aussi, même en termes de quantité, il ne faut pas que ce soit une cuillère 3 fois par jour. Merci. Et Parce pour qu'on le a tous, lait, et pour pour le les, lait en phase de pour le, chimio ou de le lait,
La Le lait, consommation de lait, ils vous disent on ne mange pas de viande, on ne منين نجيب la protéine, كلش ممنوع, كلش ممنوع, surtout pour les personnes de milieux défavorisés, capacité d'achat limitée. Donc, on demande pourquoi je ne prends pas de lait et parfois ils vous disent هذاك الحليب في الخارج عندهم les hormones. Est-ce que تاعنا تاعنا lait فيه autant d'hormones et فيه d'autant de facteurs de croissance et d'antibiotiques. c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'informations très claires, justement par Voilà. rapport à ce problème d'hormones de croissance. C'est ça. OK, on ne sait pas la teneur. Oui, milieu défavorisé, il faut s'adapter en fonction du profil patient. Il n'y a pas que le lait, il y a des œufs, il y a les Oui. légumineuses. Ouf, les légumineuses, بحر. Il y a les lentilles, les pois chiches, l'oubia, les haricots, pois Parfois, cassés. c'est l'inconfort digestif, ما يحملوهمش. C'est ça, c'est ce qu'on nous rapporte maintenant. Oui, Autrefois, quand nous accouchons les légumineux, c'était un plat qui était très présent, surtout le mois d'hiver. Mais oui. qu'est-ce où il n'y a pas de légumineuses. Là, maintenant, on a changé parce qu'on a modifié notre alimentation. Où il y a beaucoup plus des alimentations de type fast-food, tout notre microbiote s'est complètement changé. Où il y a, dès que les gens commencent à consommer des légumineuses, ils disent que j'ai des problèmes, j'ai des Oui, oui. soucis. Donc là, je ne sais pas, qu'est-ce il faut conseiller, Oui, quelle stratégie peut-être, oui. Consommation, je pense que le lait, je ne sais pas, tu as la production locale, il est quand même surveillé, mais toujours la hantise, on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas de trucs qui sont annoncés à d'emblée. Il n'y a pas de facteur de croissance. Oui, حاجة تجي من l'étranger ولا ما على بالناش. هما sûrement ils C'est utilisent des sûr, les produits. produits importés, moi je déconseille. Oui, Mais le local quand même, c'est-à-dire que كي تشوفي هكا, parfois on est impuissant. نبقى exact, نشوف. exact. S'il vient d'un milieu favorisé, on peut minimiser. نقول له oui, si au moins اشرب الحليب تاع حاجة local. Parce que local, je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de facteurs de croissance. Mais حاجة importée ou la تاع ou là, sans citer de marque, on ne sait pas. Sûrement, il y a des facteurs de croissance. Et c'est ça ce qui nuit aux patients à travers le lait. D'accord? D'accord. Une autre question, s'il vous plaît, concernant les protéines et les levures alimentaires, donc en termes de compléments alimentaires, est-ce que ça apporte un avantage ou bien c'est déconseillé? Là, ça apporte un avantage? Non. À Kitchoufé, j'ai pris ce qui a été recommandé par les sociétés savantes qui s'occupent de la nutrition en matière d'oncologie. Hedo, ils ont un apport? Non. Sauf que D'accord. il est c'est un patient où la consommation de les levures, parce qu'à la belle, il y a mis les levures de... هادو يشربوا les levures, automédication, ويزيدوا يشربوا الميكروبيوت. وحدهم, c'est des probiotiques. وحدهم. Oui, alors qu'ils Il y a savent le très psyllium هذا, le psyllium هذا, صح, il régule, il a de bons résultats. Mais bien. quel est l'effet secondaire, on ne sait pas. ما قريناش عليه. Si ça peut lui apporter un confort intestinal, c'est tant mieux. Ou sinon, il ne faut pas tomber dans l'excès et il faudrait qu'il y ait toujours un suivi médical. Parce que à la bonne le problème de l'automédication, c'est devenu un véritable fléau. La Le patient, phytothérapie, donc, عادوا يديروا la phytothérapie ou la exact, exact. nutrithérapie وحدهم. ويجي C'est-à-dire qu'il ne pose même pas de questions, le médecin, ça m'a demandé au moins la vie. Oui, qui m'a Tout le va peut-être... pamplemousse. Pardon, le pamplemousse, j'ai trouvé qu'il était contre-indiqué. Au contraire, il est responsable d'une rétention des déchets métaboliques d'une chimiothérapie et c'est ce qui donne cet effet de surdosage. Après, quand on a cherché pourquoi il a ces effets secondaires, c'était la consommation de pamplemousse, surtout avec l'oranger, l'ouardi, il est formellement interdit. Oui. Surtout On le voit sur le marché. radiothérapie. On le voit sur le marché. Hein, c'est,
Oui, mais les gens le consomment. يعني on s'auto-médique et les gens اللي راهو يصلح الواحد ما يصلحش لواحد آخر. D'ailleurs, je rejoins un petit peu la question qui a été posée par notre collègue concernant les sites d'atteinte de cancer. Est-ce qu'on applique les mêmes recommandations et quelles sont les modifications ou les adaptations? On attend Oui, votre communication pour très bien. Elle dit qu'on va répondre dans la discuter de deuxième ça. communication, Inch'Allah. Merci Oui. beaucoup, madame. Merci. Vous avez bien soulevé Had, le problème de l'automédication, c'est-à-dire que quand vous recevez un malade, il faut vraiment fouiner parce qu'il y a un problème de prise médicamenteuse non contrôlée, de phytothérapie, de compléments alimentaires, de, Poudre probio- protéique, de, poudre protéique. de probiotiques, de poudre protéique sans concertation avec le médecin. Et on Et sait je pas trouve que c'est les ça ce qui... impacts, les effets. Et ما bien sûr, عندناش l'effet تاعها. on ne fait pas, on ne connaît pas tous les effets secondaires, on ne connaît pas toutes les interactions médicamenteuses, on ne sait pas la composition chimique de ces produits. Parfois, on est dans l'impasse. Il dit qu'une insuffisance rénale, peut-être c'est la chimio là, mais peut-être c'est lui qui a consommé quelque chose qui a aggravé les choses. Tout à fait, tout à fait. D'accord? Bonjour, j'ai une question s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est le sujet de la diététique et la nutrition en cancérologie. C'est un thème très, très délicat pour nous, les diététiciens, les médecins, et même pour nos patients, parce que il y a beaucoup d'informations de là et de n'importe quoi des fois. Mais en termes de comment aider le patient et comment nourrir un patient traité par la chimiothérapie en tenant compte les effets secondaires, parce que le problème, c'est des fois le manque d'appétit et on peut pas dire que oui, manger des fruits ou manger ça et ça et on a un manque d'appétit énorme. Et comment Très aider bien. ce problème? Justement, ça fait partie de la deuxième communication. On va essayer de répondre à tout ça. Merci, merci. Je vous Bonjour, en prie. professeur. Oui, c'est un sujet très épineux. C'est-à-dire que quand on a face à nous un patient qui est atteint de cancer, malheureusement, parfois, on s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est thérapeutique chimique. Mais on oublie le volet nutrition. Parce qu'on va agresser, le malade va être agressé par une chirurgie, par une chimiothérapie, par une radiothérapie. Si c'est un corps qui va être affaibli, dénutri, euh, euh, ça va être l'échec à coup sûr. C'est pour ça qu'il faut donner beaucoup d'importance à l'évaluation nutritionnelle et accompagner justement ce patient et l'aider un petit peu à dépasser tous ces effets et maintenir un état nutritionnel correct pour qu'il puisse faire face à toutes ces agressions thérapeutiques. Pardon. Oui, Pour la consommation hydrique, donc je veux connaître pour la relation entre la consommation hydrique et par exemple lorsque j'ai un malade qu'on présente un épanchement pleural de grande abondance ou bien un épanchement intrapéritonéal de grande abondance. Est-ce oui. qu'il y a des restrictions hydriques dans ce cas? Il faut d'abord trouver une explication à cet épanchement pleural et épanchement péricardique. C'est associé à la localisation lui-même. Donc Est-ce par que exemple, c'est des localisations oui, secondaires? oui, Très bien. et des fois pour la localisation mammaire, donc ils ont destiné beaucoup de fer, c'est des épanchements pleuraux sans localisation pulmonaire, mais pour la métastase pulmonaire, donc il y a des localisations avec Très épanchement bien. latéral, Si homolatéral. c'est des épanchements qui sont liés à la localisation secondaire avec le cancer, il n'y a pas de Mhm. problème. La réhydratation, elle est les mêmes. L'essentiel, ce qui m'importe, c'est pas des épanchements liés à une atteinte de la pompe cardiaque, une atteinte rénale ou hépatique. Si tout est bon, il faut assurer une même réhydratation. D'accord? C'est Parce là. que pour un pneumologue m'a dit que par contre, la restriction hydrique dans un épanchement pleural, donc, elle va aggraver vers la déshydratation. Parce que la source déjà de Si tu liquide, vas, c'est si- intrinsèque, c'est pas le... Bien sûr, Donc, si tu vas réduire les apports,
et tu penses que ça va réduire l'épanchement pleural d'origine néoplasique, ça c'est faux. D'accord? Donc, il faut maintenir toujours un état d'hydratation et un apport hydrique adéquat pour éviter justement qu'il y ait un état de déshydratation qui va s'installer. Et c'est le même avec l'épanchement C'est intrapérinéal? le même, c'est le même. C'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que cet épanchement est lié à une localisation secondaire? D'accord? Si c'est lié, non. Si sa pompe cardiaque, il n'y a pas de problème rénal, hépatique, le foie est bon, je dois agir de la même façon. Je dois maintenir un apport hydrique le même pour tous les patients. OK? Docteur, et pour les critères, vous ne donnez pas des chiffres, donc je cherche des chiffres pour, Quel chiffre pour? par exemple, pour le pourcentage, comment on va répartir la dépense énergétique. Donc, est-ce qu'il va être hypoprotidique, hyperprotidique, normoprotidique, normocalorique, normolipidique, ou bien c'est... Mais ça dépend de l'état nutritionnel de votre patient. D'accord? donc, il n'y a pas d'écrit